Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Merci d'être si nombreux à ce webinaire BDLISA consacré au référentiel hydrogéologique national dans sa nouvelle version. Je vais me présenter d'abord, puis après Céline, je te laisserai te présenter rapidement. Je m'appelle Alexandre Brugeron, donc je suis le chef de projet BRGM en charge de ce référentiel national. Voilà, Céline, vas-y, je t'en prie. Donc, bonjour à tous, je suis Céline Novak de l'Office français de la biodiversité et je travaille avec le BRGM et puis les autres porteurs du projet sur la constitution, diffusion du référentiel BDLISA depuis maintenant 2010. Voilà. Merci Céline. Du coup, on va pouvoir partager, je vais partager mon écran et le webinaire va démarrer. Merci à ceux qui sont déjà inscrits et nombreux en ligne. J'espère qu'on va avoir des personnes encore. Alors attendez, hop, voilà. Voilà mon écran. Alors le référentiel hydrogéologique national. Donc ce webinaire, il est consacré au référentiel, présenter les nouveautés et également, il va y avoir un grand volet perspective. Déjà, sachez qu'il y a un peu plus de 146 personnes inscrites à ce webinaire. Nous sommes autour des 150, 155 à peu près maintenant. Notez que effectivement, le profil est assez diversifié. Nous avons pas mal de gens qui viennent de bureaux d'études, de conseils, des établissements publics, des services de l'État, des universitaires, quelques industriels également. Donc merci déjà pour ce panel assez large. Ça montre aussi finalement la diversité des acteurs qui peuvent être intéressés à l'idée de travailler avec cet outil. On reviendra un petit peu plus largement après sur les cas d'utilisation. Je vais juste introduire, alors sachez que le webinaire il est actuellement enregistré, il sera mis à disposition en replay ultérieurement. On a prévu de décliner ce webinaire en deux grandes parties. Il va y avoir un grand exposé qui va durer 40 à 45 minutes pour rappeler ce qu'est le référentiel hydrogéologique BDLISA, à quoi il sert, quelles sont les nouveautés apportées par la version 3, le calendrier de diffusion de la version 3 et les différents aspects en termes de communication, et également une partie sur ce que nous prévoyons de réaliser dans les prochaines années pour améliorer encore plus le référentiel, donc les grands projets, les grands chantiers techniques. Et suivi de cet exposé viendra un temps d'échange. Alors échange entre guillemets, en tout cas je vous invite, dès que vous avez des questions pendant le déroulé de la présentation, à les écrire dans le chat, dans le fil de discussion, et nous reviendrons après sur ces questions pour essayer de répondre à vos attentes durant la deuxième partie de ce webinaire. Voilà. Je vais laisser la main à Céline pour la partie introductive, et puis je reviendrai après vers vous. Vas-y Céline. Merci Alexandre. Du coup, pour faire une introduction sur ce référentiel BDLISA, on peut déjà dire que c'est vraiment un projet partenarial puisqu'il est porté par le ministère en charge de l'écologie depuis le démarrage, soutenu aussi financièrement et scientifiquement par le ministère, ce même ministère, et puis par les agences de l'eau, les services déconcentrés de l'État et l'Office français de la biodiversité. Donc avant de rentrer dans le détail au travers de la présentation d'Alexandre, on commence par un aperçu très rapide de ce que c'est ce projet de base de données des limites des systèmes aquifères, donc la BDLISA, qui a un objectif principal, c'est que proposer pour chaque utilisateur un système d'identification unique des aquifères. Donc on pourrait résumer ce projet BDLISA au travers de ces 4 phrases. Donc de manière à bien cerner son périmètre, c'est un découpage du territoire national, à la fois métropole et à la fois outre-mer, en entités hydrogéologiques. On peut vraiment dire que c'est le référentiel hydrogéologique national qui contribue en fait à l'amélioration
du jeu de données de référence du système d'information sur l'eau, le SIE, qui est attendu dans le domaine des eaux souterraines. On met en avant en fait aussi que c'est un référentiel collaboratif, donc on en reviendra un petit peu par la suite de la présentation, qui est enrichi au fil des remontées des utilisateurs et aussi à l'amélioration permanente de la connaissance du sous-sol. Et puis, voilà, pour résumer ce projet, c'est avant tout un cadre scientifique, une source d'informations communes et partagées pour les gestionnaires et les décideurs dans le domaine de la ressource en eau souterraine. Donc, tu peux passer à la slide d'après. Donc, on va revenir un peu sur l'histoire de la cartographie des aquifères en France. Disposer en fait d'une bonne connaissance du sous-sol, connaître l'extension des imperméables, des réservoirs aquifères, leurs caractéristiques, c'est évidemment un enjeu fort des pouvoirs publics qui, pour préserver cette ressource souterraine, doit pouvoir l'évaluer et orienter les actions associées. Donc ainsi, dès les années 60, le BRGM a commencé des travaux. Donc les premières cartes de découpage hydrogéologique en France métropolitaine sont publiées entre 76 et 80. Et puis ce premier référentiel que vous devez tous connaître s'appelle le référentiel Marga, du nom de son concepteur, Jean Marga. Il s'avère que pour répondre à des besoins locaux avec l'appui des agences de l'eau, des offices de l'eau, le BRGM a retravaillé, affiné ce premier découpage et il deviendra la BDRHF-V1, base de données du référentiel hydrogéologique français version 1. Toutefois, en fait, il y a des besoins d'amélioration qui restaient évidents, sur lesquels il fallait encore travailler, comme par exemple, donc là on cite la délimitation des réservoirs sous couverture non représentés, notamment pour tout ce qui est structure multicouche des bassins sédimentaires en particulier, préciser la cartographie encore trop schématique de certains contextes, cartes, alluvions, aquifères volcaniques, et puis bénéficier en fait toute l'amélioration de la connaissance, l'évolution des connaissances au travers notamment de l'harmonisation des cartes géologiques du 50 millième qui ont été au fil du temps diffusées par le BRGM. Donc 2003 est une année charnière avec la décision d'élaborer un nouveau référentiel hydrogéologique de manière à remédier à ces manques de ce premier référentiel BRHF-V1. Donc la première phase méthodologique du futur référentiel, la BDRHF-V2 qui deviendra la BDLISA, est lancée. Donc déjà, il y a une première réflexion qui s'est mise en place pour organiser, structurer les données de manière à ce qu'on puisse en faciliter la compréhension, l'utilisation par chacun. Et ensuite, il y a une méthodologie, une approche méthodologique qui s'est mise en place de découpage des entités. Et enfin, avec l'aide du Sandre, il y a une base de données du référentiel qui est élaborée, qui s'appuie sur un modèle conceptuel commun de gestion de données. Donc, pour cette histoire en fait de la baie d'Elisa, c'est bien les premières cartes des synthèses aquifères vers un véritable référentiel national harmonisé, partagé partout et enrichi au fil de l'eau par tout à chacun. Donc les travaux de construction ont débuté, donc vraiment de construction du référentiel en 2006, après cette phase de conceptualisation et de test. Donc le BRGM a été chargé de la construction du référentiel, de sa consolidation au niveau national. Donc les travaux, ils ont été menés région par les DREAL, les agences de l'eau, les directions régionales du BRGM. Et puis il y a aussi des collectivités territoriales, des organismes de recherche et des bureaux d'études qui ont également participé. Donc depuis 2003, la baie d'Elisa, elle est dans sa phase de production, ce qui veut dire qu'elle est diffusée au public via le Sandre. Donc on est au jour d'aujourd'hui à 4 versions diffusées en 9 ans, avec pour chacune d'elles en fait des mises à jour correctives et des évolutions. Donc en 2013, on a la V0 qui est la première version complète du référentiel au niveau national. Et puis au fil du temps, en 2015 sort la V1 qui intègre une meilleure prise en compte des systèmes alluvions, une meilleure identification des entités karstiques, etc. En 2018 sort la V2. Donc là, il y a eu un gros gap avec l'optimisation des contours et une simplification de la base référentielle, l'ajout d'une couche zone altérite, donc on en reviendra après pour ces problématiques socles, et puis la création de la baie d'Elisa à Mayotte et l'évolution
du contenu de la couche de la zone karstique. Aujourd'hui, octobre 2022, sort la V3 pardon, qui fait l'objet de notre présence webinaire. Et donc, je laisserai le soin à Alexandre de présenter le détail et les évolutions de cette V3. Donc, si tu veux bien passer, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme application, à qui et pourquoi elle sert cette BD Lisa? Donc, on a de multiples applications et pour qui? Donc, ici, on a des exemples qui sont loin d'être exhaustifs d'utilisation du référentiel à différentes échelles. Donc, au niveau national, la BD Lisa, et depuis plusieurs années, constitue l'élaboration du référentiel des masses d'eau souterraines qui établit en application de la directive cadre sur l'eau. Au niveau bassin, elle peut aider à l'identification des nappes à réserver pour l'AEP, comme par exemple dans le SDAGE Loire-Bretagne, pour lequel il y a une disposition qui définit spécifiquement les nappes à réserver à l'eau potable. Au niveau plus local, la BISA est une donnée source pour tout ce qui est gestion de la ressource en eau, comme par exemple des études sur les remontées de nappes ou la vulnérabilité des aquifères côtiers, ou voire encore des études de faisabilité de géothermie. Elle est également aussi le cadre scientifique pour des travaux de recherche qui visent par exemple l'estimation de l'évolution du stock dans les aquifères, etc. Alors, une autre application de la BDISA, un peu plus numérique, est sa réutilisation comme couche d'information cartographique dans des applications ou des sites web. Et enfin, on a aussi observé l'utilisation de la BDISA dans le cadre de l'enseignement pour des supports de cours pour l'hydrogéologie. Donc, pour faire le lien avec la première SAC qui a été présentée par Alexandre sur le nombre d'inscrits au webinaire, vous êtes effectivement bien représentatif des utilisateurs, puisqu'effectivement, on a les utilisateurs qui sont l'État, des établissements publics, des gestionnaires publics de la ressource en eau, instituts de recherche industrielle, bureaux d'études, et puis, comme on disait, des étudiants. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Alexandre qui va, avant de vous présenter en détail la V3, revenir en fait rappeler un peu les principes fondateurs du référentiel et revenir un petit peu sur le site web également. Voilà, je vous remercie. Merci Céline. Effectivement, je reprends la main. Alors, on parle de BD-LISA, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure. Pourquoi BD-LISA? Ça signifie base de données des limites des systèmes aquifères. Donc, l'objectif premier du référentiel, c'est de décrire des entités hydrogéologiques qui sont en fait des espaces géologiques caractérisés par des propriétés hydrogéologiques communes. Comme tu l'as souligné, tout ça est réalisé au travers d'une méthode de délimitation bien définie, une méthodologie qui est d'ailleurs diverse en fonction des différents contextes, mais homogène sur l'ensemble du territoire. Il y a effectivement la grosse plus-value par rapport au précédent référentiel, c'est qu'on essaye d'intégrer la dimension verticale des entités hydrogéologiques qui se superposent dans la réalité. Et donc, on essaie de prendre en compte cette dimension verticale au travers d'une notion d'ordre relatif, sans notion de profondeur en sens strict, mais en tout cas d'ordonnancement des entités hydrogéologiques les unes par rapport aux autres. C'est un peu ce qui est représenté dans le schéma en bas à gauche, avec une... voilà. Alexandre, Oui. on ne voit pas ta présentation en fait. Ah, on voit pas ma présentation? Ah, attendez. J'arrête le partage. Excusez-moi. Je relance mon partage. Est-ce que c'est mieux maintenant? C'est bon? OK. Excusez-moi. Donc, elle décrit les entités hydrogéologiques. Il y a une dimension verticale. Cette dimension verticale, dans le schéma que j'espère vous voyez en bas à gauche, est représentée ici. Donc, on a une coupe schématique avec un ordonnancement absolu, stratigraphique, si on pourrait dire, des entités. Et on redécoupe l'ensemble pour les caractériser selon un ordre relatif. Et donc, dans la base BD-LISA, il y a des informations qui permettent de retrouver un peu l'ordre. Et donc, on va avoir un ordre 1 à n, l'ordre 1 correspondant à ce qui est à l'affleurement, et l'ordre 2, ce qui est sous couverture d'une entité, ordre 3 sous deux entités, etc., etc., etc.
Troisième caractéristique, troisième principe fondateur, c'est le fait de proposer, de restituer l'information selon 3 échelles spatiales, heu, pour offrir différents niveaux de consultation et d'utilisation possible de la BD LISA. Évidemment, il y a le niveau le plus fin qui est le niveau 3, qui est le 50 000, qui est l'équivalent enfin, qui s'appuie fortement sur les cartes géologiques. Il y a un niveau 2 aux 250 000 environ, et un niveau 1 qui est plutôt de l'ordre de l'utilisation au million. C'est ce que vous voyez en haut à gauche dans le schéma, c'est un peu l'emboîtement des différentes entités. La 308 est composée de 3 entités qui elles-mêmes sont composées de 8 autres entités. La totalité du territoire national est couvert par les entités, pour tout niveau de visualisation. Et il y a une filiation entre les contours qui est née de engendrée par cet emboîtement des échelles spatiales de visualisation, mais également des caractéristiques des entités. Alors, depuis 2018, il y a un site internet qui est dédié à la BD LISA, dont l'adresse est mentionnée ici dans cette diapo. Depuis sa sortie en 2018, on voit que, eh ben, le nombre de visites augmente. On a atteint les 3000 visites par mois. Le nombre de téléchargements aussi des bases de données augmente. Alors ici, vous avez représenté dans ce graphique le nombre de téléchargements de la seule base métropole, tout en voilà, ça n'inclut pas les différents téléchargements qui sont réalisés parce qu'on propose aussi des services découpés par région. Donc voilà, c'est effectivement en recrudescence. Le site internet est composé de différentes rubriques. Il y a une rubrique de visualisation avec un accès à un espace cartographique dédié pour visualiser l'ensemble des données et également quelques services. Une rubrique dédiée au téléchargement, où là, on met à disposition un accès libre et gratuit, l'ensemble des données du référentiel, à la fois donc sur l'ensemble du territoire métropolitain et également les régions métropole et outre-mer, et également un accès à la demande. Une rubrique recherche qui vous permet d'aller consulter des informations spécifiquement sur une entité qui vous intéresserait, avec soit un accès par le code, soit un accès par euh, une terminologie calcaire de, etc. Et puis vous allez avoir la liste des réponses possibles. Une rubrique découvrir la BD LISA qui en fait est consacrée un peu à ce qu'on vous décline actuellement, c'est-à-dire les grands principes fondateurs, comment on diffuse la BD LISA, quelles seront les nouveautés de la V3, quelques exemples d'utilisation, des rappels, des renvois vers des documents de bibliographie consacrés à la BD LISA, et des terminologies et concepts qui sont utilisés, etc. Et donc, j'ai sauté volontairement la partie rubrique améliorée, qui, elle, tente de retranscrire le fait que le référentiel BD LISA, c'est un référentiel évolutif euh, et qui a une volonté de participatif également, d'améliorer le contenu proposé par ce référentiel de version en version par le biais de retour des utilisateurs du référentiel. Et donc, pour ce faire, et décliner d'ailleurs dans cette rubrique les différentes modalités d'accès à un site qu'on appelle la Forge BD LISA, qui est le site qui permet justement de faire remonter les demandes d'amélioration, demandes de correction diverses et variées. Euh, et voilà. Et donc, ce site-là, la Forge BD LISA, comme des nouvelles versions sont programmées effectivement tous les 3, bon, à 4 ans, ça dépend, euh, environ, chacune de ces versions va bénéficier des demandes d'évolution de correction exprimées dans la forge. Plus il y en aura, plus on essaiera de les prendre en compte, et vous verrez dans la diapo d'après le nombre de demandes de correction qui ont été intégrées entre la V2 et la V3. Donc, je vous montre ici dans cette diapo les différentes URL intéressants qui décrivent la Forge BD LISA, les modalités d'accès et les étapes pour la correction de la BD LISA. Depuis la version 2 ou 1, je pense que c'est plutôt 1,
on a traité 635 demandes et il y en a eu 326 qui ont été traitées pour la V3. On a un peu plus de 137, enfin on a 137 contributeurs officiellement au projet. Effectivement, il y a des contributeurs qui sont moins actifs que d'autres, mais c'est pour vous donner quelques chiffres en fait qui retranscrivent un peu les évolutions majeures qui sont apportées au niveau de la BD-LISA. Alors du coup, la BD-LISA s'améliore effectivement, comme je le citais précédemment. Il y a eu 326 demandes de correction qui ont été traitées depuis la sortie de la V2 et la V3. C'est des demandes qui nous ont été formulées au travers de la forge. On constate de version en version que finalement, ce qu'on supposait au départ, c'est-à-dire que le rythme de correction allait peut-être pas aller en progression, bah, finalement, il est toujours en progression. Et il y a de plus en plus de demandes de correction qui sont exprimées. Et on a d'ores et déjà des demandes qui ont été repoussées pour différentes raisons à la prochaine version du référentiel, soit parce que les choses ne sont pas mûres encore en termes de connaissances, soit aussi pour des problèmes techniques ou de disponibilité, de traitement des informations, enfin des demandes qui étaient complexes. Donc ça, il y a déjà des choses qui sont programmées pour la prochaine version. Quand on regarde la répartition finalement des demandes, il y a une très très large majorité des demandes qui ont été exprimées et qui concernent le bassin Adour-Garonne. Alors c'est en grande partie lié au fait que l'agence de l'eau, qui a été fortement demandeuse de correction, s'était engagée dans une révision de ses contours de masse d'eau souterraine et souhaitait s'appuyer fortement sur la baie d'Elisa pour essayer de faire harmoniser un peu les deux référentiels. Et donc, en faisant ça, ils nous ont fait remonter énormément de demandes d'amélioration, de prise en compte de nouvelles connaissances, etc. etc. D'où ce décalage entre Adour-Garonne et les autres bassins. Néanmoins, en flux un petit peu constant, il y a eu régulièrement des demandes qui ont été exprimées sur les autres bassins. Un petit peu moins cette année sur les DOM, c'est vrai. Donc ça, c'est le premier gros morceau, c'est les demandes qui ont été exprimées ponctuellement sur des entités ou une entité en particulier, des fois très localisées. En parallèle, on a mené des chantiers techniques spécifiques d'amélioration du référentiel et notamment, on a ciblé le contexte de socle où des révisions majeures ont été apportées sur les contours et les caractérisations des entités. Alors pourquoi on s'est lancé là-dedans? Parce qu'il y avait une méthode qui avait été utilisée dans les précédentes versions, mais le constat a été fait qu'il y avait un usage assez limité finalement de la BDISA dans le socle, puisque la délimitation s'appuyait essentiellement sur des limites de bassin versant de surface, et ça ne semblait pas forcément satisfaisant, car peu utile à l'échelle locale, à l'échelle du niveau 3 justement, à l'échelle du 50 000, et notamment avec des attributs de caractérisation qui étaient peu précis pour une distinction à cette échelle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé les constats, on a analysé les plus et les moins de la méthode précédente, on a proposé une nouvelle méthode, on a testé sur des secteurs pilotes, on a organisé aussi une journée d'échange et il y a eu des lancements des travaux. Alors il faut noter quand même que malgré le fait qu'il y avait une méthodologie homogène de socle qui existait au niveau national dans les versions précédentes, on constate quand même que dans la version 2, il y avait déjà des disparités dans les approches en socle, puisque que ce soit dans le nord de la France ou dans l'extrême sud ou vers la Normandie, on avait déjà du socle délimité selon des limites géologiques. Et c'est ce vers quoi on s'est orienté pour la nouvelle approche. Donc l'idée, c'est qu'on a révisé que les entités de niveau 3 et qu'on a essayé de réviser leurs contours en utilisant autant que possible les critères suivants: lithologie des formations géologiques, en particulier leurs critères d'altérabilité qui pouvaient retranscrire d'une manière indirecte leur favorabilité, on va dire, à être aquifère ou non, analyser le rôle des failles en présence, les débits spécifiques des débits de forage, et évidemment s'appuyer sur les conclusions de certaines des études de synthèse hydrogéologique régionale disponibles, et l'expertise des hydrogéologues régionaux, évidemment.
Alors, pour le cas le plus emblématique, le massif armoricain, qui a servi de zone pilote et qui a après été, les travaux ont continué sur la durée pour être mieux intégrés. Vous voyez la différence ici maintenant entre les deux approches. La version 2 qui s'appuyait essentiellement sur des contours de bassin versant et une caractérisation de bassin versant, pas à l'échelle des bassins versants. Et une reprise en main de la méthode et cette fois-ci, quelque chose qui s'appuie plus sur, la lithologie, la structurale. On voit les gros accidents structuraux, dans le massif armoricain. On les retrouve et on voit leur implication, leurs conséquences sur justement, les caractéristiques hydrogéologiques, des entités. Donc ça a permis d'affiner un peu les choses. Vous pouvez constater aussi finalement que le travail n'est que partiellement réalisé à l'échelle du référentiel. Donc c'est quelque chose qui va continuer dans les prochaines versions et notamment pour la version 4. On a bon espoir de finaliser l'ensemble des travaux sur le socle maintenant que la méthode est quand même relativement bien contrainte. En tout cas, massif armoricain, ça c'est sûr, et puis étendre ça sur les autres, régions socles. On a fait une tentative un peu similaire, au niveau du Massif central. Là, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a beaucoup moins d'informations, de caractérisation hydrodynamique, même ponctuelle, sur les secteurs du Massif central. Donc le niveau de détail sera forcément moindre, dans cette région-là. Mais on a commencé à voilà, à lancer un peu, le travail et on voit qu'on peut, différencier quand même certaines caractéristiques, quand on analyse un peu plus finement, les données. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va continuer. Autre chantier, en fait, la BD-LISA, jusqu'à pas très longtemps, la version 2, certains des secteurs, qui ne bénéficiaient pas, jusqu'à il y a pas très longtemps finalement, des dernières cartes géologiques aux 50 000, certaines zones s'appuyaient sur, des données beaucoup moins précises, voire parfois des données de la carte géologique au million. Pour une utilisation aux 50 000, ça posait sérieusement problème. Donc du coup, on a essayé, d'avancer sur ce sujet-là et alors vous voyez ici l'exemple des entités volcaniques, de Massif central et de, reprendre les données des cartes géologiques récentes, dernièrement sorties aux 50 000 et de s'appuyer dessus pour, voilà, remodeler les contours et les rendre un peu plus acceptables pour une utilisation, locale. Voilà. Autre chantier, intéressant et qui a été mené dans le cadre de la V3, c'est la création d'une nouvelle table, d'une nouvelle source d'information, d'une table complémentaire qui tente de rendre compte de la lithologie des entités hydrogéologiques. Jusqu'à présent, des informations de lithologie n'étaient finalement disponibles qu'au travers du nom, de l'intitulé, de l'entité. Effectivement, on parlait de calcaire, calcaire de Beauce, etc., etc. Donc on avait des informations. Désormais, chaque quantité est décrite, par une ou plusieurs lithologies. Alors on a essayé de garder l'esprit, un peu de l'intitulé, c'est-à-dire de conserver une lithologie dominante pour une entité de niveau 3, mais on ne s'interdit pas de rajouter l'ensemble des autres lithologies qui sont, également rencontrées. Ce qui n'est pas évident, puisque certaines formations sont souvent des mix importants de différentes lithologies. Il faut prendre cette table-là dans la V3 comme une première ébauche. Elle sera, considérablement améliorée à mon avis pour la V4, puisqu'il va y avoir un retour aussi qui va nous être fait, sur son exploitabilité. Pour, créer cette table, il y a eu un travail de réflexion en commun avec le Sandre pour, réviser le lexique associé à la lithologie. Et cette révision de lexique a été menée en adaptant la classification lithologique, qui est proposée dans les registres du BRGM. C'est une première version, comme je disais.
et elle sera amenée à être enrichie dans les prochaines versions. Évidemment, il y a aussi certaines entités pour lesquelles nous n'avons pas eu la possibilité de rentrer trop dans le détail des lithologies. Et donc, certains niveaux de lithologie peuvent être peut-être pas suffisamment précis à une échelle locale. Et ça, effectivement, c'est un travail qui va être poursuivi dans la suite. Sur le karst, euh, pour les utilisateurs qui connaissent la baie d'Elisa, vous savez qu'il y a une couche complémentaire qui s'appelle les zones karstiques, qui est mise à disposition, qui essaie de à la fois retranscrire l'ensemble des entités principales hydrogéologiques qui ont des caractéristiques karstiques, mais également des données complémentaires, et notamment les bassins d'alimentation des sources karstiques. Dans la version 2, il y avait un tout petit peu moins de 400 bassins qui étaient répertoriés. On en a rajouté 44. 44 qui sont tirés, en fait, ici vous voyez, d'études hydrogéologiques qui ont été menées localement et qu'on essaye d'inventorier et qu'on essaye voilà, de retranscrire, de capitaliser dans cette couche d'informations. Alors, j'en reparlerai un petit peu plus tard puisque ça fait partie d'un des chantiers thématiques que nous aimerions mener pour le futur. Euh, on est tout à fait conscient que la couche actuelle des zones karstiques peut ne pas répondre pleinement, ou en tout cas les services qu'on propose peuvent ne pas répondre pleinement à certains besoins. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de capitaliser et de porter à connaissance des informations, des travaux qui sont menés localement et notamment sur les impluviums de sources karstiques. Donc, si vous avez d'autres données qui vous sembleraient importantes d'intégrer dans cette couche d'informations pour l'enrichir, évidemment, nous serons ravis de les incorporer dans ce référentiel et cette demande peut être formulée via la forge. Alors, si on regarde le bilan des corrections, on a à peu près 20% des entités de la version 3 qui sont issues d'une correction. Soit d'une correction dans la géométrie. Alors, vous voyez en bleu à gauche, c'est l'étendue des formations qui ont été corrigées. Ça ne veut pas dire que c'est l'étendue des zones qui ont été corrigées. C'est-à-dire que c'est une compilation de l'ensemble des contours des entités hydrogéologiques qui ont fait l'objet d'une modification de géométrie à un endroit. Ça inclut aussi des fusions, des divisions, etc. Donc, c'est quand même pas négligeable. Dans la carte du milieu, alors je fais un focus sur la métropole parce que peu de choses ont changé pour les dom-toms. Dans la carte du milieu, ça retranscrit les secteurs où il y a eu une modification dans la caractérisation, dans les attributs. Et ça, c'est pareil, c'est pas négligeable, ça correspond à 155 entités. C'est à peu près 10% des entités en France, hein. Et il y a eu également quelques secteurs où on a créé de nouvelles entités, soit parce que du coup la connaissance s'améliore, qu'on arrive à différencier au sein d'une entité V2 des faciès, des lithologies différentes qui permettent de la diviser en parties aquifères, parties semi-perméables, etc. Voilà, soit c'était des oublis, et il y a eu quelques petites suppressions pures d'entités un peu redondantes avec ce qui existait déjà. Quelques chiffres, donc ouais, j'étais plutôt autour des 5% voilà. En métropole, quand on compare avec la V2, il y a une augmentation du nombre d'entités de niveau 3. Ça, c'est l'effet du découpage socle, parce que quand on part d'une entité à l'échelle d'un bassin versant et qu'on la subdivise en N entités, soit aquifères, soit semi-perméables, soit imperméables, à l'intérieur de ce bassin versant, bah forcément, on multiplie le nombre d'entités. Donc, c'est ce qui a engendré le passage de 2356 entités à 2593 pour la V3. Pour les dom-toms, on sent qu'il y a enfin, voilà, il y a peu de répondants. On n'arrive pas encore peut-être à rendre le référentiel perceptible. En tout cas, il y a eu pratiquement aucun retour spécifique sur la géométrie. 2-3 retours sur les attributs, mais c'était très très peu. On a du coup, comme je vous le disais, rajouté des informations sur les zones karstiques et sur les altérites. Il n'y a pas eu de modification d'ajout sur la V3. Par contre, il y a eu un effet du redécoupage du socle puisque les altérites s'appuient sur les entités socles sous-jacentes.
Alors, le site internet s'améliore également. Il y a, pour ceux qui connaissent et qui ont l'habitude d'utiliser le site, il va y avoir une refonte de l'espace cartographique pour permettre une expérience de navigation améliorée. Alors, pourquoi on s'est lancé là-dedans? C'est parce qu'on s'est rendu compte, notamment lorsque le site a été mis en place, on a eu quelques retours qui nous suggéraient qu'il y avait quelque chose à améliorer, notamment le fait que on avait un nombre limité de couches interrogeables. C'est-à-dire que quand on interrogeait l'espace cartographique, finalement, on avait la réponse que pour la couche des entités affleurantes. Mais on ne sait pas s'il y a typiquement un impluvium de source karstique, on ne sait pas s'il y a des altérites, on ne sait pas si. Voilà. Donc on manquait un peu d'informations. Euh, donc ça rendait difficile la lecture, finalement, aussi des informations. Et ce qui était un peu perturbant aussi, c'est le niveau d'échelle. En fonction du seuil de zoom, vous n'aviez pas forcément la même réponse. Parce que, encore une fois, le référentiel s'appuie sur 3 échelles spatiales de visualisation. Ce qu'on va réaliser, c'est une refonte en termes d'ergonomie. C'est-à-dire qu'on va simplifier le menu de droite. Et en fait, quand vous allez rentrer dans l'espace cartographique, vous allez avoir déjà un bouton activé qui va vous permettre de cliquer à un endroit dans le territoire national. Et en fonction de ce clic, vous verrez apparaître un volet à gauche qui va vous lister l'ensemble des réponses possibles, à la fois les entités affleurantes comme avant, mais également s'il y a du karst, s'il y a des altérites, s'il y a des entités complémentaires, des limons, des leus, des alluvions peu productives, des choses comme ça, et également le log hydrogéologique. Vous aurez tout condensé en fait sur le volet à gauche. Ça permet un peu de limiter le nombre de clics, de dépoussiérer un peu le rendu visuel, et ça sera mieux comme ça. Pour votre information, il y a d'autres actions qui sont envisagées à moyen terme. Heu, Pouvoir pousser des services extérieurs dans l'espace cartographique. On pense typiquement à l'exemple de, je veux savoir, quelle est l'entité BDLISA qui, se situe à tel XY, où j'ai un point d'eau, qui soit va être réalisé, soit est fait, mais je ne sais pas à quelle entité est rattaché. Et ben, pouvoir utiliser le service qu'on met à disposition au BRGM de localisation des points d'eau de la BSS, par exemple, et de pouvoir l'afficher dans l'espace cartographique. On va créer un service web cartographique supplémentaire qui va essayer de valoriser l'information de la table lithologie. On aimerait aussi rendre plus visible l'existence, enfin les fiches détaillées de la baie d'Elisa. En fait, il y a des fiches détaillées descriptives de la baie d'Elisa qui sont très complètes, qui peuvent être des fois d'une trentaine de pages, qui détaillent chaque entité baie d'Elisa, qui existent un petit peu de manière parcellaire pour ceux qui connaissent les SIGES dans certains SIGES. Il y a aussi l'atlas hydrogéologique de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc tout ça, on aimerait essayer de les mettre à disposition selon le canal unique du site BDLISA. L'autre chose, proposer la BDLISA sous d'autres formats, GeoJSON, PostgreSQL, pour permettre faciliter un peu l'intégration des jeux de données, notamment pour les ADD. Et puis également, il y a une réflexion pour carrément développer une API Carto de la BDLISA. Et pourquoi pas, à moyen long terme, permettre d'avoir un plugin QGIS qui permette d'afficher le log de manière facilitée. Pardon, hop. Alors, sur le calendrier de diffusion de la V3, depuis la version 2, on l'a dit très succinctement en introduction, mais il y a 2 produits distincts qui sont diffusés, hein, pour la baie d'Elisa. C'est aussi pour des raisons d'optimisation de production, parce que c'est un référentiel qui est particulièrement lourd à engendrer. On a une version, un produit référentiel BDLISA qui représente le socle de l'information. C'est vraiment l'information de base de référence. Tout ça est normalisé par le Sandre et accessible depuis les services du Sandre. Et c'est ce qui permet de construire après une version complète du référentiel. Les données du référentiel BDLISA, c'est les extensions des entités niveau 3,
ce qu'on appelle les polygones élémentaires qui correspondent en fait aux petits secteurs où on a une pile unique différente des voisines d'entités de niveau 3, justement, les couches d'écart, c'est les altérites, et des tables de lithologie, le tableau multi-échelle qui retranscrit l'ensemble des caractéristiques de l'ensemble des entités, une table de généalogie, dont je vais parler un petit peu plus tard, qui elle retranscrit toutes les évolutions entre la V2 et la V3. Donc tout est fait de manière complètement transparente. On vous dit qu'est-ce qui a été fait entre la V2 et la V3, et on vous inclut même un lien vers la forge BD-LISA pour voir l'ensemble des discussions, des échanges qui ont été menés entre les hydros et qui ont amené à la correction. Tout ça, c'est le référentiel BD-LISA. Cette version du référentiel, elle est publiée officiellement sur le site du Centre depuis le 11 octobre, et les données et services sont accessibles via cette adresse que je vous mets à disposition. La BD-LISA qu'on appelle opérationnelle, en fait, c'est toutes les données du référentiel BD-LISA, plus d'autres couches d'informations, d'autres couches géographiques et d'autres tables qui déclinent un peu et qui découlent des données du référentiel. On va y retrouver notamment toutes les informations aux deux autres échelles de visualisation spatiale de la BD-LISA, le niveau 2 et le niveau 1. Donc les regroupe, en fait, comme ces niveaux 2 et niveau 1 sont construits à partir des niveaux 3, effectivement, la donnée de référence, c'est bien le niveau 3. Et le niveau 2 et le niveau 1, c'est des couches complémentaires d'informations que vous pouvez utiliser à des échelles de 150 000 ou millions. On a une couche sur les ordres. Là, on va avoir un vrai découpage, et c'est la couche d'information la plus lourde, un vrai découpage des couches des entités de niveau 3 selon les ordres relatifs, donc selon les superpositions par rapport aux autres entités. Et vous allez avoir ça au niveau 3, au niveau 2, au niveau 1. D'autres informations, les limites des entités à l'affleurement, qui vous permettent de donner, voilà, savoir si c'est des limites des jonctions aquifère-aquifère, aquifère semi-perméable, aquifère imperméable, etc., etc. Et des entités complémentaires, dont je ne vais pas parler trop, mais c'est des informations type s'il y a présence de limon, de leuce ou d'alluvions peu productives. Et également dans les tables, toutes les tables du référentiel BD-LISA et d'autres informations sur alors les piles d'entités, c'est juste savoir à quel ordre on se situe pour chacune des entités et des polygones élémentaires, et les lithologies. Donc on a essayé de retranscrire les lithologies niveau 2, niveau 1 avec des grands groupes, donc en s'appuyant sur encore une fois les registres lithologie du BRGM. Cette donnée de BD-LISA opérationnelle, elle est donc mise à disposition au travers du site internet. On a prévu, si tout se passe bien, mais normalement tout devrait bien se passer puisque c'est bon, c'est en recette en grande partie, de le déployer avant fin octobre 2022. De toutes les manières, cette sortie sera très largement communiquée à tous. On prévoit aussi de communiquer à tous les participants de ce webinaire quand les données seront officiellement déposées sur le site. Donc vous serez tenus informés de tout ça. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, cas pratique, je suis un utilisateur de la V2, comment je fais pour savoir si l'entité que j'étudie a été modifiée dans la V3? En fait, vous aurez au moins 2 solutions, si ce n'est plus, mais au moins les 2 principales solutions, c'est sur le site internet BD-LISA, quand vous recherchez votre entité en question, vous allez avoir dans sa petite fiche descriptive, heu, la vue sur l'évolution entre la BD-LISA V2 et V3, et là, vous verrez le type de modification, qu'est-ce qui a été apporté, et cetera. Autre solution qui, elle, est plutôt retranscrite dans la base de données, c'est la table de généalogie qui est mise à disposition à la fois dans la version référentielle BD-LISA, évidemment, et dans la version opérationnelle, et qui retranscrit l'ensemble des modifications qui ont été apportées, ou pas d'ailleurs, puisque vous verrez aussi celles qui n'ont pas fait l'objet de modifications, heu, sur les entités de niveau 3, avec la date de modification, le type de modification. Vous voyez ici même, heu, expliciter les raisons, un descriptif synthétique sur, le pourquoi on a
été obligé de la modifier, cette entité, et on renvoie aussi sur le ticket forge associé. Je vais passer maintenant au futur de la BD LISA, les chantiers qui sont programmés. Alors, on a, outre le fait que il va y avoir en gestion courante, on va dire, l'ensemble des remontées qui vont nous être faites par les utilisateurs au travers de la forge BD LISA, hein, qui sont souvent des remontées assez localisées pour des entités bien cernées. On prévoit de poursuivre des chantiers spécifiques et de les mener à bien pour 2023 et 2024, au moins les 2 prochaines années. Le premier chantier qu'on va essayer de retranscrire, alors qui va peut-être intéresser certains d'entre vous, mais peut-être pas tous, c'est de mieux tracer le lien entre le référentiel hydrogéologique de connaissance qu'est la baie des Lisas et le référentiel de gestion que sont les masses d'eau souterraines. Il y a des demandes récurrentes pour faire les associations entre entités BDLISA et masses d'eau souterraines. Certaines ont été menées dans certains bassins, mais pas partout. Et il y a peut-être besoin là de centraliser un peu l'ensemble de ces informations et aussi de trouver des moyens de, pas rendre ça semi-automatique, mais en tout cas trouver des passerelles, des workflows, de manière à faire les choses de manière un peu plus facilitée. Actuellement, on fait des renvois vers certaines informations qui sont disponibles dans les anciens rapports BD-LISA, mais les informations sont devenues obsolètes car les entités ont été modifiées sensiblement depuis. Les rapports initiaux datent des versions 0, voire 1. Là, on constate quand même que les deux référentiels se sont très, très, très fortement rapprochés alors qu'ils étaient assez différents au départ, puisque BD LISA n'existait pas encore quand le référentiel des masses d'eau a été créé. Mais l'association n'est pas immédiate, que les contours de masse d'eau ne s'appuient pas que sur des contours de connaissances hydrogéologiques. Donc voilà, il y a vraiment véritablement un chantier qui a commencé, la réflexion a débuté en ce moment même, comme débute en ce moment même, et sera poursuivi en début 2023. Deuxième chantier, évidemment, c'est celui qui découle de ce que je vous ai présenté sur les évolutions de la V3, c'est de poursuivre le travail sur les entités de socle. Donc l'objectif, c'est qu'on a un guide méthodologique interne qui va être mis à jour, qui va s'appuyer, enfin qui va être enrichi du retour d'expérience des travaux qui ont été menés sur le massif armoricain. Et donc, il va être publié en 2023, voilà, un guide méthodologique sur ce contexte particulier. Et puis, on va essayer de poursuivre ces travaux massif armoricain, ça c'est garanti, et l'étendre aux autres régions socles, dans la mesure du possible, Vosges et Massif central. L'intérêt qu'on voit là, c'est qu'il y a une vraie plus-value en termes de caractérisation du territoire, du socle en particulier, et au niveau 3. Et malgré tout, ce qu'on a souhaité, c'est garder la cohérence initiale avec les contours de bassin. Donc en fait, les niveaux 3, on a un découpage selon la lithologie, mais on garde les contours globaux des niveaux 2, ces poupées gigognes là, entre niveau 3, niveau 2 et niveau 1. Troisième chantier, qui lui, probablement débutera fin 2023 et sera surtout un gros chantier en 2024, c'est de retravailler la couche des zones karstiques. Le constat est fait que voilà, on a proposé une certaine manière de représenter les informations sur les karstes. On a deux sources de données principales que vous voyez dans la carte à droite. Vous avez cette déclinaison affleurance sous couverture, donc bleu ciel, bleu foncé, pour les entités principales qui sont caractérisées comme karstiques. Et vous avez aussi des informations complémentaires qui sont, elles, plutôt déclinées en situation inconnue, on va dire, qui sont toutes les autres informations localisées, des informations complémentaires
soit de mise en évidence d'un système karstique localisé, soit des contours de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, des impluviums de sources karstiques, ou des résultats de différentes études locales, des inventaires de bétoirs, des choses comme ça. C'est un petit peu fourre-tout, pour le coup. Donc il y a sûrement quelque chose, une amélioration à réaliser. Les attributs actuels sont assez limités. Finalement, on a un code, un libellé, un type. Ce qu'on essaye de faire quand même, c'est d'apporter des informations de référence bibliographique, notamment sur tout ce qui est travaux de sources, enfin de délimitation des bassins, karstiques. Mais la question qu'on se pose, c'est voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour enrichir, finalement cette couche? Quel mode de représentation il faudrait, apporter? Voilà. Donc ce qu'on envisage de faire là, pour le coup, c'est d'essayer d'organiser des réunions de travail qui réunirait divers spécialistes du sujet et d'essayer d'identifier des besoins en termes de centralisation de l'information, de délimitation, d'attributs de caractérisation supplémentaires et puis de se lancer dans un inventaire général des travaux sur la délimitation des bassins d'alimentation des sources karstiques. Puisqu'effectivement, on a bien conscience qu'on est loin d'être exhaustif sur le sujet. Donc l'intérêt, c'est d'enrichir une couche produit de la baie de l'Isa en essayant d'initier une collaboration avec des contributeurs extérieurs, experts dans le domaine. L'idée, c'est du coup de lancer une démarche participative et puis de pérenniser cela au gré des nouvelles explorations traçage d'une manière ou d'une autre, avec peut-être un protocole d'intégration dans la baie d'Elisa des informations. Et à notre connaissance, il n'y a pas véritablement de jeu de données équivalent qui est librement accessible à ce jour. Donc c'est vrai que voilà, on aimerait pousser là-dessus. Quatrième chantier et dernier chantier que je souhaitais aborder et qui va être lancé probablement plutôt dans 2000, pour le coup, ce sera plutôt 2024 plutôt que 2023, c'est de poursuivre les réflexions autour de la BDISA 3D et d'exploiter le potentiel de certains travaux qui ont été menés pour apporter ce qui manque actuellement cruellement à la BDISA, c'est-à-dire des informations tangibles d'épaisseur de formation, de cotes de toit et de murs de formation, etc. Il y a déjà des outils, des services qui sont mis à disposition, notamment sur certains SIGES, avec des logs améliorés qui comparent la BDISA avec des résultats de modèles. Donc la mécanique d'association, elle existe. La procédure pour créer ces logs, elle existe. Donc il y a des choses qui sont faites, mais qui se restreignent à l'existence de certains SIGES. Donc c'est certains territoires de la métropole et pas partout. Et puis il y a aussi certains modèles dont on a connaissance, mais qui ne sont pas rattachés à des entités BDISA, et ça serait quand même intéressant de le faire. Dans le cadre du référentiel géologique français, il y avait des réflexions qui avaient été menées autour de justement cette 3D dans l'hydrogéologie. Voilà, il y a des outils qui existent. L'idée, ça serait de les mettre un peu en musique, de les réunir et de voir comment on pourrait mettre en place une procédure afin de vous proposer un service, un accès national vers un outil qui rendrait le log BDELISA plus intéressant avec des estimations de profondeur, d'épaisseur de formation. Donc c'est ce que je mets là. L'idée, c'est de créer une sorte de web service d'un outil national qui compilerait les grilles de modèles avec la BDELISA. Et pourquoi pas un outil à deux coupes, puisqu'il y a déjà les outils qui existent, il faut juste qu'on les intègre sous la forme BDELISA. L'intérêt qu'on voit là, c'est qu'il faut voilà, c'est passer le cap limitant des ordres relatifs, qui sont déjà une information assez inédite. Hein. Au niveau national, on a la chance d'avoir un référentiel complet sur l'ensemble du territoire et qui vous apporte des informations de ce type-là, de profondeur, enfin relative, mais d'informations de superposition d'entités. C'est des choses qu'on ne voit pas ailleurs, à ma connaissance, au niveau européen, par exemple, pour travailler sur certains projets de recherche de ce type-là. Donc on a la chance d'avoir cet outil-là et il faut qu'on passe le cap des ordres relatifs et qu'on essaye d'arriver vers des estimations de profondeur. L'avantage qu'on y voit, c'est qu'il n'y a pas besoin de modifier la structure du référentiel telle qu'elle existe. C'est quelque chose qui viendrait
s'associer à l'existant. On y voit un gros intérêt pour les services qui instruisent la réalisation de nouveaux forages ou le rattachement des prélèvements, des choses comme ça. Et surtout, en ne se limitant pas à certains contextes projets tiers type SIGES. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de fournir l'information au niveau national. Et on y voit aussi un gros intérêt, nous, pour la correction éventuelle des incohérences importantes. Parce qu'on a pu constater dans les tests pilotes que l'association entre un modèle et la BD-LISA, eh ben, des fois, ça ne collait pas forcément bien et qu'il y avait eu deux interprétations différentes, soit de l'hydrogéologue qui avait fait la cartographie BD-LISA, soit du géologue puis de l'hydrogéologue qui avait réalisé les modèles hydrogéologiques. Voilà. J'en ai fini pour ce qui touche à, j'étais un petit peu plus long que prévu, pour ce qui touche à la présentation de la BD LISA. Et maintenant, c'est le temps d'échange, deuxième partie du webinaire, s'il y a eu des questions dans le chat, on va essayer d'y revenir. Et je vais essayer d'y répondre. Alors, si des questions vous viennent pendant le temps, hein, n'hésitez pas. Alors, la présentation. Alors, du coup, je rappelle que ce webinaire est entièrement enregistré, donc il sera mis à disposition en replay sur la chaîne du BRGM et on mettra à disposition un lien d'accès à toutes les actus qu'on communiquera dans ces prochaines semaines et également sur le portail du site internet BD-LISA. Alexandre, Alors, si tu veux, je peux te relayer les questions. vas-y, c'est Voilà. pas de problème. Donc, il y a une question de Mathieu Agnel qui pose une question sur le type de données spatiales qui est derrière la baie d'Elisa. Donc, parle-t-on juste d'extension vecteur, polygone, des unités hydrogéologiques ou plutôt d'un modèle géologique 3D basé sur des données raster de toit et base? Donc, tu viens d'en parler. Donc, Donc, je pense que... voilà, on est bien sur des entités vecteurs. À la base, même, la baie d'Elisa, c'est pour limite des systèmes aquifères. Donc, c'est des extensions vecteurs polygonales. Chaque entité est délimitée en fonction des connaissances. Et après, il y a une compilation qui est faite au niveau de la base et qui va justement mettre en relation l'ensemble des entités polygonales les unes par rapport aux autres, redécouper l'ensemble, créer ce qu'on appelle des piles élémentaires. Et donc, au sein de chaque pile élémentaire, vous allez avoir accès à l'information de la superposition des entités qui ont été cartographiées de manière individualisée en amont. Après, tu as une question toujours de la même personne, mais bon, il y a une réponse dans le chat qui a été apportée sur la mise à disposition de web services BD-LISA, donc WSS, WMS. Oui, alors effectivement, les données BD-LISA sont mises à disposition. Alors, il y a des services Cendre, WFS, WMS qui mettent à disposition la BD-LISA référentielle. Et nous-mêmes, au travers d'un site, alors il y a une référence sur le site internet BD-LISA hein, qui explique, il y a un article qui explique. On met à disposition l'ensemble des entités en service web cartographique WFS, WMS également. Tout ça est synthétisé dans un petit portail qui s'appelle géotraitement.ofrance.fr où il y a une déclinaison des services mis à disposition qui touchent la baie d'Elisa. Voilà. Après, tu as plus une remarque de Pierre du bassin d'Orgaronne qui fait un peu un appel aux contributeurs sur les autres bassins pour faire remonter des tickets. Donc, je pense que c'est suite à la présentation de ton camembert où on voyait l'explosion à d'Orgaronne. Oui, alors c'est sûr, Mmh. effectivement. Hein, je sais que j'ai déjà eu des échanges pour information avec les collègues de l'agence de l'eau RMC qui se lancent aussi dans la révision de certaines de leurs contours et qui commencent à se poser des questions sur justement les cohérences et incohérences qui existent entre le référentiel BD-LISA et les masses d'eau actuelles. Après, tu as une question de monsieur Ludovic Turban qui demande de comment vous ciblez et récupérez les études des bassins d'alimentation de sources karstiques. Alors, c'est une très bonne question.
On ne les cible pas et on ne les récupère au gré de ce qui nous est volontairement remonté. Alors évidemment, les projets, les études en lien BRGM, on essaie de les récupérer en interne et de les remonter dans cette couche des zones karstiques. Mais justement, on n'a pas mis en place cette veille justement sur les études des bassins d'alimentation de sources karstiques. Ça, ça, ça pourrait être une idée en termes de protocole, de mise à jour, de mettre en place cela dans le cadre du chantier karst qu'on prévoit de le relancer. Euh, alors pour le moment, ouais, c'est des choses qui nous sont remontées via la forge ou par le biais de pressions qui peuvent être mises par certains bassins qui peuvent être financeurs de telles études et qui souhaiteraient voir porter ces informations-là dans le référentiel national. Donc après plutôt une réflexion de mise à disposition de l'API, BDLISA dans Hubo, dans l'interface Hubo. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un service aux France qui propose, la mise à disposition, d'informations du système d'information sur l'eau, des couches ISON et cetera. Pour l'instant, sauf erreur de ma part, en fait, Hubo propose plutôt des données de suivi, en fait, des données de mesure. Ça peut être de la piézométrie ou l'hydrométrie, des cours d'eau, mais pas des données de référentiel telles qu'on est, dans le cas de la BELISA aujourd'hui. Voilà, juste, pour compléter. Aussi, une remarque, très intéressée sur la nouvelle table que tu as présentée sur la lithologie dominante. Donc, voilà, demande aussi, d'accéder facilement. Alors, je crois que je l'ai vu un peu plus bas. S'il y a une case à cocher pour trouver très rapidement, voilà. Est-ce qu'il y a aussi une info type simplifié binaire? Oui, non, pour savoir de manière rapide, automatisable, s'il y a modif ou non. Alors ça, c'est après, pour la modification. Ça, je pourrais Voilà. revenir dessus, ouais. Alors Pierre Marché, donc à Dourgarode, il faut préciser que les couches niveau 1, niveau 2 ne font pas l'objet d'une généralisation des contours, qui restent donc Ouais. lourds par rapport à ce qui pourrait être des produits dérivés aux contours lissés et simplifiés. C'est vrai, effectivement, les limites de ces entités-là, même si elles ont été agrégées à une échelle de visualisation qui retranscrit plus ou moins bien le contexte à une échelle régionale ou une échelle nationale, les contours polygonaux sont toujours les mêmes que ceux, en tout cas les maxi externes, les mêmes que ceux des entités de niveau 3. Donc, on pourrait totalement se lancer dans un travail de simplification un petit peu plus marqué pour ces niveaux 2 et ces niveaux 1. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas faites. Après, le nombre d'entités est considérablement moindre pour ces entités de niveau 2 et niveau 1. Donc, ça, bon, ça compense un peu. Les couches les plus lourdes restent les niveaux 3. Donc là, on en revient justement, en fait, je pense, la remarque de Pierre est en lien justement pour identifier les entités de la V2 qui auraient, été modifiées, dans la V3. Donc, je pense que Pierre demande s'il faut être inscrit dans la forge pour consulter. Alors, en fait, dans l'espace cartographique, si vous faites apparaître, vous avez un petit moteur de recherche, vous pouvez faire apparaître une entité en particulier. Euh, Vous allez avoir un petit pictogramme qui va vous dire un petit warning, un petit panneau warning quand vous allez l'afficher dans votre espace cartographique, qui va vous dire cette entité fait l'objet d'une modification. Et vous allez avoir un petit message, un pop-up qui synthétise le contenu de la demande formulée dans la forge, le type de modification demandée et une synthèse les premières phrases en fait du contenu du ticket. Mais effectivement, dès lors que vous voulez en savoir plus et que vous voulez justement avoir accès à un contenu et puis éventuellement interagir, parce que vous pouvez être aussi partie prenante et vous pouvez très bien dire, bah, moi, ce ticket-là, oui, effectivement, je suis d'accord avec ces conclusions, il faut le remodeler, ou alors, bah, non, les connaissances sont telles que c'est pas si clair, et ben, il faut vous inscrire à la forge. Mais l'inscription est très simple à la forge. Vous avez les modalités qui sont décrites dans le site internet BDLISA. Je vous invite à aller les voir. Euh,
c'est juste voilà, email, nom, prénom, et puis après, vous pouvez avoir accès en visu à tous les tickets qui sont en cours. Après une question, sur, alors on en vient justement à cette fameuse coche oui, non pour savoir, rapidement s'il y a une modif, donc je pense que tu viens de Alors, de c'est très ouais, simple. ouais. Dans la table de généalogie, pour savoir s'il y a une modification, c'est tous les autres codes que 99. Il y a un code 99 qui dit qu'il n'y a pas eu de modif entre la V2 et la V3. Et tous les autres codes, il y a eu une modification. Et donc, il y a un lexique, Sandre, hein, des codes de codification, des modifications réalisées sur les entités. Et vous avez soit de la modification purement attributaire, soit de la modification géométrique, soit de la fusion-division, soit de la fusion, soit de la division, etc., etc. Donc c'est l'équivalent du oui-non, en fait. Ça serait plutôt 99 et autres codes. Alors une question un peu plus générale, en fait, Alexandre, tu en as un peu parlé lors de ta présentation sur la différence principale entre les 2 référentiels nationaux, on va dire hydrogéologiques. D'un côté, ce que tu disais, le référentiel connaissance BD-LISA et de l'autre, le référentiel un peu plus de gestion des masses d'eau souterraines au titre de la directive cadre européenne, tirée cap sur l'eau. Donc, peut-être, si tu veux compléter par exemple, bon, peut-être au nombre d'entités ou des choses de ce type? En termes de nombre d'entités, effectivement, on est bien en dessous sur le référentiel des masses d'eau, même si, alors je ne sais plus exactement, j'ai pas le chiffre en tête, je crois qu'on est au-dessus des 600 ou 650 entités de masses d'eau. Donc les masses d'eau souterraines, c'est effectivement les entités de gestion. C'est un référentiel qui est construit par les agences de bassin. Euh, et alors, effectivement, dans le cadre de la directive cadre européenne sur l'eau, Heu, l'objectif, c'est donc s'appuyer, alors la DCE, effectivement, a émis, des grandes, comment dire? Des grandes directives sur la manière de, réaliser et de cartographier, ces masses d'eau souterraines, heu, qui ont été interprétées d'ailleurs de manière diverse d'un pays à l'autre. Ça, c'est un petit commentaire. Mais en tout cas, en France, on tend à, s'appuyer de plus en plus vers le référentiel de connaissances qui est plus finement, décrit, délimité et décrit qu'est le référentiel BD-LISA. Et donc pour tout ce qui touche dans les contours de masse d'eau souterraine à des limites qui seraient d'origine naturelle, on s'appuie sur les limites des entités BD-LISA. Maintenant, les masses d'eau souterraines, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des unités de gestion. Il peut y avoir d'autres limites qui ont servi à définir ces contours de masse d'eau souterraine. Ça peut être des limites de SAGE, ça peut être des limites administratives, enfin, ou d'autres contours, des cours d'eau ou des choses, que sais-je. Ou même certaines entités, certaines masses d'eau souterraines sont délimitées selon des panaches connus de polluants. Ça arrive aussi. Heu, donc heu, donc voilà, la différence est là. Après, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le référentiel des masses d'eau souterraines a été créé avant que le référentiel BD-LISA existe. Il s'est quand même appuyé sur ce qui existait avant, c'est-à-dire le BDR le précédente version du référentiel, le BDRHFV1. Mais les choses ont quand même considérablement évolué dans la BD-LISA et du coup, là, on est en train de, rattraper un retard, entre guillemets, en tout cas de s'harmoniser, d'homogénéiser les contours d'un référentiel par rapport à l'autre. Alors, une, demande, alors de monsieur Ludovic Turban, toujours, en fait, de participer au montage de la couche, zone karstique. Je ne sais pas si tu peux le faire, l'autre demande, en fait, et si tu peux le faire en séance, mais je pense que c'est peut-être un peu lourd, de remonter comment obtenir un log hydrogéologique sur un point précis. Voilà, Oui, peut-être que c'est un peu compliqué là, aujourd'hui. oh On peut oui, peut-être balayer, les ouais, on ouais, balaye et puis je et puis reviendrai sur après on l'espace reviendrait sur ça? cartographique. Ouais, ouais, tout à fait. Une remarque, sur le fait que l'étude OSCARS portée par le BGM pourra apporter pas mal de choses, dans la partie, karstique, j'imagine. Hem, une question, de monsieur Nigon, pardon. Est-ce qu'en supplément d'une association des épaisseurs, des altitudes des toits et murs aux entités BELISA, vous pourrez aussi projeter, d'associer à chaque entité des statistiques sur les paramètres hydrodynamiques? Alors, c'est quelque chose que
C'est un sujet qui a déjà été un petit peu mentionné à une époque et qui a été même en partie réfléchi. Alors, la difficulté qu'on a, pour le coup, c'est qu'on est un peu en manque de données sur les paramètres hydrodynamiques. Enfin, je m'explique. Il y a eu toute une série d'inventaires qui ont été réalisés et qui ont été sanctuarisés dans la Banque nationale de données des sous-sols, du sous-sol, dans la BSS. Euh, donc des informations de paramètres hydrodynamiques qui ont été intégrées. Et on avait fait à une époque, il y a quelques années, hein, je pense que c'était même avant Covid, donc c'était il y a 2, 3 ans, 3, 4 ans, une analyse sur ce qu'on pouvait, quelles étaient les autres caractéristiques qu'on pouvait amener sur les entités BD-LISA. Et on avait pensé aux paramètres hydrodynamiques, forcément. Quand on a fait l'analyse sur les données qu'on avait à disposition au sein de la BSS et qu'on les a, fait figurer dans les entités BD-LISA, on s'est retrouvé avec peu d'infos. Pourquoi? Parce que une grande majorité des points qui ont fait l'objet de pompage d'essai, de caractérisation hydrodynamique, sont pas rattachés à des entités BD-LISA. Donc il y a déjà ce travail de rattachement à faire pour être sûr d'intégrer les paramètres hydrodynamiques à la bonne entité aquifère. Et ça, c'est déjà le premier point qui pêche, pour le coup, sur ces données-là, parce que c'est souvent des points pour lesquels la connaissance est pas. Alors voilà, soit elle est présente localement, mais elle n'est pas remontée dans les informations, dans la bancarisation. Elle n'est pas bancarisée. Donc il y a ce travail-là qui serait nécessaire de faire avant de pouvoir apporter ces infos. Néanmoins, on peut complètement imaginer mettre à disposition un service qui lui-même n'altérerait pas la structure du référentiel tel qu'il existe actuellement, mais viendrait s'adosser aux données. Donc on viendrait chercher tous les points qui sont rattachés aux entités BD-LISA et faire des statistiques sur les paramètres hydrodynamiques. On avait la même ambition, notamment sur tout ce qui était comportement de la nappe. Est-ce qu'on est plutôt dans de l'inertiel, dans du annuel? Voilà. Est-ce qu'il y a des tendances qui peuvent se mettre en évidence, des choses comme ça? Ça, c'est des services qu'on peut mettre à disposition, qu'on pourra réfléchir à moyen terme. Mais pour qu'ils soient les plus robustes possibles, il faut vraiment que on soit en mesure d'avoir une connaissance fine sur les rattachements entre les points d'eau, les forages considérés et les entités BD-LISA. Et ça, c'est un gros travail. Une réflexion aussi de monsieur, Turban encore Ludovic. Donc par rapport en fait aux traçages qui sont, financés par certaines agences, avec, à une certaine époque, l'obligation de mettre les résultats des traçages pour les sources karstiques, pour définir en fait, les bassins d'alimentation dans la BD traçage, ce qui est, a priori, plus maintenu. Donc la question c'est, est-ce que la BD LISA ne pourrait-elle pas intégrer à l'avenir les données BD traçage, de manière à conserver en fait ces données précieuses pour, la bonne gestion de l'alimentation en eau potable? Alors moi je commence une petite réponse et puis je te laisse, compléter en fait Alexandre. Faut bien garder en tête qu'en fait, la BD LISA, c'est un référentiel hydrogéologique, donc sur lequel on décrit en fait, voilà, ces entités hydrogéologiques, vraiment, basées sur le contexte géologique, bien évidemment. Toutes les données en fait qui sont rattachées n'ont pas vocation que ce soit les données de suivi. Elles sont plutôt rattachées par exemple à la banque HADES, les données de suivi de milieu. Toutes les données, voilà, qui sont, dans, les études telles que vous êtes en train de citer là sur la BD traçage n'ont pas vocation à être dans la BD LISA. Par contre, effectivement, des liens entre le code de l'entité BD LISA avec éventuellement un code qui serait dans la BD traçage est le bienvenu, voilà. Et voilà. Après, je te laisse compléter, Alexandre. Oui, c'est ça, c'est que c'est une réflexion de manière générale et ça rejoint un peu ce que je disais sur les paramètres hydrodynamiques, sur les autres informations. On peut voir même ça sur les données chimiques, hein. C'est-à-dire que euh, le travail qu'on essaye de mener, et c'est un gros chantier au sein du BRGM, c'est d'améliorer justement les liens entre les données, entre les bases de données qui existent actuellement. La BD LISA, comme tu le disais, c'est le référentiel qui rend compte de la géométrie et des principales caractéristiques des entités, qui les définit, qui les identifie de manière unique.
Et après, toute information annexe qui pourrait être rattachée aux entités BDISA est la bienvenue. Et il faut qu'on essaye effectivement d'améliorer, de parfaire un peu ces liens entre les bases de données qui des fois gravitent de manière un peu trop décorrélée entre elles. On a une réflexion similaire actuellement sur un autre projet d'étude autour des interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Et ben, on essaye dans les concepts, dans la création de la base, voilà, d'intégrer la baie d'Elisa dans le milieu souterrain comme étant ben, voilà, le réceptacle, en tout cas l'identifiant unique de l'entité qui va être relié ou connecté avec une autre surface éventuelle. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un gros chantier, c'est des choses qu'on réfléchit constamment au BRGM, mais c'est pas dit que ça soit finalisé, en tout cas pour la BD traçage. On prend note de cette remarque parce qu'effectivement, elle est permanente, elle est pertinente, et on va essayer de voir si on peut pas améliorer un peu. Je connais pas la BD traçage, clairement, Pierre vient de mettre un lien justement là. voilà. Et je sais pas si actuellement, il y a quelque chose qui permet de rattacher à la baie d'Elisa. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, ça serait un travail de rattrapage qui pourrait être intéressant à mener, ça c'est clair. Avant de repartir sur en fait la remarque, de promotion de contributeurs à la forge, il y a une remarque de madame, Lecomte en fait sur, est-ce que les données de traçage, voilà, dans le cadre des travaux à venir, j'imagine, du chantier que tu as décrit là dans le webinaire, est-ce qu'ils ne pourraient pas être associés aux zones karstiques que vous cherchez à décrire, voilà, les données de traçage, voilà, un peu pour faire le lien. Ouais. Et donc, voilà, le lien de Pierre sur la BD traçage avec effectivement voilà, le fait qu'elle ne soit pas maintenue, et bien que ce soit effectivement très intéressant pour la profession des hydrogéologues. Et s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je trouvais que la remarque de Pierre sur la forge était peut-être une bonne. Ah, s'il y a des nouveaux messages qui arrivent, mais bon, je continue. Sur voilà, le système de la forge, tel que Alexandre l'a décrit, hein, les utilisateurs de la BZA remontent des demandes d'évolution. Bien évidemment, ces demandes d'évolution, elles font l'objet d'une analyse. Et donc, il y a toute une gouvernance en fait derrière la forge, avec tout un réseau d'hydrogéologues par bassin qui viennent en fait regarder les demandes pour évaluer la faisabilité, la pertinence de la demande d'évolution de telle et telle entité. Et donc, de ce que je comprends de la remarque de Pierre, c'est effectivement un appel à contributeurs d'hydrogéologues qui souhaiteraient éventuellement faire partie du circuit. Si je me... Voilà, c'est ça. Tout à fait. L'idée, c'est de plus il y aura de contributeurs et plus la baie d'Elisa se verra améliorée. Et l'objectif, c'est ça, hein. On ne souhaite pas que la totalité des évolutions soit uniquement nourrie des seuls collègues BRGM, hein, pour parler clairement. Mais on sait que il y a de plus en plus d'utilisateurs du référentiel dans différents cadres, dans plein de cadres différents, pour plein de cas d'utilisation. On les a présentés en introduction. Euh, Maintenant, voilà, on aspire à ce que les éventuelles incohérences qui sont mises en évidence ou l'amélioration de la connaissance locale qui est apportée puissent nous être remontées. Et donc, au travers de cette forge BDLISA, que je peux prendre 2-3 minutes, il nous reste encore quelques minutes que je peux prendre 2-3 minutes pour vous présenter, euh, voilà, puissent nous être remontées. Et nous, on intégrera ces informations autant que possible dans la prochaine version. Voilà. Et il y a différentes manières de nous faire remonter les choses, hein. Soit c'est juste de nous alerter sur une incohérence, soit si vous souhaitez apporter une information, vous pouvez nous mettre à disposition un lien vers une étude, un document d'une étude. Éventuellement, dans l'idéal, cibler les pages qui concernent la demande, enfin l'évolution qui est induite par cette nouvelle étude. Et puis nous détailler dans le ticket de la forge, voilà, autant que possible. Dans le cas idéal, nous pousser des informations SIG, des couches SIG, avec des nouveaux contours, tels qu'ils ont pu être utilisés dans les productions cartographiques de cette étude locale. Et nous, après, ben voilà, on retravaille ces éléments-là, on échange, puisque c'est aussi un lieu d'échange.
voilà, on fait un retour, OK, on prend réception, voilà, on fait remonter des éventuelles questions qu'on peut se poser et puis voilà, et ça crée un fil de discussion et après cette information-là sera pas alors effectivement, il y a un petit temps entre le moment où on traite la donnée et le moment où vous allez la voir dans la version suivante de BD-LISA, puisque on n'est pas parti sur un échelon, tous les ans de production de BD-LISA, on est plutôt sur les, 3 ans environ. Et donc, ça laisse le temps aussi de maturer un peu l'utilisation du référentiel et de éventuellement synthétiser un peu l'ensemble des commentaires. Et puis voilà, et nous, après, on lance la production d'une nouvelle version sur la base de tous vos retours. Donc vraiment, je vous invite, si possible, à vous connecter sur la forge et à éventuellement rédiger des tickets si vous savez déjà qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Alors il y a 2 remarques, alors, pas du même ordre, alors enfin si du même ordre sur le téléchargement de la Bêtisa, mais c'est au travers du site France. Donc effectivement, comme tu l'as dit, Alexandre, il faut encore quelques jours pour mettre à Oui. disposition la V3 au travers du site Bêtisa. Ça va venir. De Par toute contre, il y a façon, un ça ouais. sera clairement identifié. Pardon, excuse-moi, je te coupe, ça sera Mmh. clairement identifié. La BDISA V3, dans la rubrique téléchargement, tout ça, sera clairement identifié. Et puis vous serez mis au courant quand on aura basculé en prod. Là, effectivement, je vois la remarque d'Emmanuel. Actuellement, le site internet bdelisa.ofrance.fr ne met à disposition que la V2 actuellement, puisque c'est pas encore fait. Et puis, alors là, pour le coup, c'est pas au travers du site Bêtisa, mais au travers des services proposés par le Sandre. C'est A pareil. priori c'est pareil, voilà. C'est pareil. En fait, tout sera fait en lot. Donc, dès lors qu'on va mettre en prod le site BDLISA, les services géotraitement, le contenu des services géotraitement, qui sont effectivement les services, comme le souligne Lorraine, qui sont produits par le BRGM et ne sont pas les services du Sandre, pointeront aussi sur la V3. Actuellement, les seuls services mis à disposition qui pointent sur la V3, ce sont ceux du Sandre, mais ils pointent que sur les données du référentiel, donc limitées aux entités de niveau 3, avec l'absence des couches par ordre relatif, par exemple, etc. Voilà. Juste une alerte, moi j'ai un message qu'il reste que 5 minutes à la réunion. Oui, tout Voilà. à fait. Il y avait possiblement, la présentation en fait de la coupe Oui, alors et je peux je sais mettre en pas si partage en mon moins de 5 écran. minutes? Ouais, voilà. Oui, oui, bah, ça va être rapide. Du coup, ça va m'amener, et ça va permettre de boucler la boucle, ça va m'amener à vous présenter. Alors, je vais vous présenter la version recette du BDLISA avec le nouvel espace cartographique et je vous montrerai comment accéder au log dans cet nouvel espace cartographique. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà, j'espère que c'est bon. Oui. Super. Et donc, quand vous allez aller sur l'espace de visualisation, donc là, on est dans un site recette, hein, donc les temps de chargement peuvent être un petit peu plus longs. Vous voyez ici donc la nouvelle façon de faire afficher les couches de données ou de télécharger à la demande en fonction d'un secteur que vous souhaiteriez télécharger. Et vous voyez aussi que ma souris, il y a le petit point bleu qui me suit là. Et donc, je vais zoomer dans un endroit un peu particulier. Alors, je n'ai pas fait d'exemple, je vais préparer d'exemple, mais c'est pas grave. Donc, c'est en train de charger. Plus vous zoomez, plus en théorie, vous allez faire apparaître des informations donc, déclinées selon la nature. Là, nous sommes au niveau 2. Hop, je zoome à cet endroit-là, je suis au niveau 3. Et donc, en un clic, vous cliquez à un endroit et vous allez avoir apparaître l'ensemble des informations qui sont disponibles dans la BD LISA, les entités affleurantes, les entités au secteur karstique. Donc là, il y a une entité sous couverture une entité principale sous couverture qui est caractérisée comme étant karstique. Les éventuelles entités complémentaires ou altérites, il n'y en a pas ici. Et vous avez ici le log hydrogéologique qui sera disponible, qui retranscrit d'ailleurs, quand vous voyez, vous dézoomez, hop, ce log-là est unique pour l'ensemble de ce secteur.
et vous avez ici accès, donc dans le XY, aux différentes informations, aux différentes entités euh, que vous pouvez décliner selon l'état, thème, donc milieu, c'est poreux, karstique, matriciel, etc. L'état, si c'est libre, libre à captif, etc. La nature, si c'est semi-perméable, aquifère, etc., etc. Voilà. Et alors, je ne sais pas si je vais le montrer, mais comme on est en site recette, il va y avoir aussi un log synthétique des améliorations en cours. Et ça, c'est une nouveauté, et je suis content parce que je le découvre en même temps que vous. Euh, C'est-à-dire il va y avoir ici la liste des entités qui sont concernées dans le log et un accès vers les demandes en cours de modification. Ça va vous permettre, c'est une autre façon de voir les choses sur les demandes en cours et vous allez avoir, en cliquant ici, un lien vers cette entité qui fait demande qui fait l'objet de demande d'évolution. Et alors là, malheureusement, c'est assez succinct, un lien vers le ticket pour accéder à la forge. Vous voyez ici aussi, quand j'ai cliqué sur affleurant, l'entité affleurant, vous avez ce fameux petit pictogramme dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pareil, cette entité présente une demande d'évolution. Et là, vous avez la même chose qui est retranscrite avec le lien vers la forge également. Et si je clique à cet endroit-là, en théorie, ça devrait marcher. Voilà, vous avez accès après à la forge. Alors moi, je suis connecté directement. S'il y a besoin, vous devez vous créer un compte. Et vous avez accès au descriptif de la forge avec éventuellement des pièces jointes et les échanges qu'il y a pu avoir pour cette entité-là. Voilà, donc c'est ce qui sera fait pour dans la nouvelle mouture du site internet avec du coup l'ensemble des données V3 et tous les services associés évidemment qui capteront les informations de la V3 et non plus de la V2. Voilà, je Voilà, pense qu'il y a une information d'Emmanuel, par rapport à l'accessibilité des fiches et puis, effectivement le rappel, que le webinaire a été enregistré, comme tu disais en introduction, tout à fait. mmh et mis à disposition prochainement. Exactement, il sera mis à disposition sur le site internet et via les différents articles de communication quand on sortira la V3 sur le site BDVisa. Voilà. Bon, bah, pour conclure, j'espère que ce webinaire a été riche en informations pour tous et utile. Nous mettrons à disposition le support en lien avec le replay. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et puis voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Je vous remercie de votre attention et nous sommes pile à l'heure, donc nous pouvons clore ce webinaire. Au revoir à tous. Merci à tous. Merci. Bon usage de la BD Lisa.